putain, ça c'était du lourd mes amis. Backlash 2000, le 30 avril 2000, il y a 20 ans, jour pour jour. Salut les broyeurs de café, bienvenue dans ce nouvel épisode de la WWE dans la nuit des temps. Vous êtes bien sur Wrestling Clinic. Nous sommes devant 19 101 spectateurs dans la salle qui ont généré plus de 540 000 $ de recettes de billetterie. Et le pay-per-view, lui, il a été acheté 675 000 fois, ce qui est énorme parce que comparativement à 1999 et 2001, vous allez voir, en 1999, on avait 398 000 achats seulement, donc près de 300 000 de moins. Et l'année suivante, en 2001, eh bien, une fois de plus, c'est 375 000. Donc là, on a vraiment un énorme backlash. Alors pourquoi est-ce qu'il est énorme ? Parce que beaucoup de combats sont bons, voire très bons, et le main event est absolument génial, avec une fin tonitruante, presque overbookée, comme savait le faire très bien la WWF à l'époque. Et le main event, c'est le Rock contre Triple H, la revanche de WrestleMania. Bref, ça va être du très lourd, comme je vous l'ai dit en intro, c'est parti. Ce soir, on va avoir 6 championnats qui vont être défendus et Debra va être la guest ring announcer pour le premier combat. Ce premier combat, c'est X-Pac et le Road Dogg contre Edge et Christian. 3 points de suture pour un match relativement court de seulement 9 minutes. Le match est basique, mais il est quasiment parfait. On a un petit peu de triche, mais pas trop. On a des comebacks, mais pas trop. On a une foule qui est super chaude. On a des heels qui se font prendre à leur propre piège. On a même quelques near fall. Bref, pour 9 minutes, on a un opener qui est quasiment parfait car le but de l'opener du premier combat d'un show, d'un pay-per-view, c'est de vraiment lancer la foule. Ça n'est pas l'objectif, ça n'est pas d'être le meilleur match du show. Donc là, c'était à tous les niveaux, c'était vraiment parfait. 9 minutes, 3 points de suture. Topissime. Et pour ceux qui aiment ça, le match se termine avec un coup de gong sur X-Pac qui saigne du front. Ensuite, match pour le titre Light Heavyweight entre Dean Malenko et Scotty 2Hotty. 13 minutes, 3 points de suture et demi. J'adore Dean Malenko. Je crois que la première fois où vraiment j'avais eu le coup de foudre pour lui, c'était pas pendant les shows WCW qui passaient sur Canal+, c'était peut-être un petit peu plus tard lorsque j'avais vu Great American Bash 96, lors duquel il affrontait Rey Mysterio. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je suis tombé totalement amoureux de ce gars. Et dans ce combat, il travaille la jambe de Scotty 2Hotty, comme l'appelait Raymond Rougeau sur Canal. Franchement, le gars, il est exceptionnel. Il est fluide, il est intense, il est explosif, il est toujours parfaitement placé de manière anticipée. Enfin, le gars pourrait catcher les yeux fermés, ça changerait rien, tellement il a 100% conscience de où il est à quel moment c'est du grand art, les amis. Le seul truc qu'on peut reprocher à Scotty 2Hotty et, son personnage de l'époque, c'est que la foule l'encourage, mais pas forcément pour lui et son match, etc. C'est surtout, la foule l'encourage surtout pour qu'il fasse le warm. On attend que ça se sent un petit peu. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Deuxième match du show, 3 points de suture et demi, on va pas faire grise mine, hein, c'est vraiment génial. Malenko triche avec les pieds dans les cordes, mais l'arbitre le voit, et ensuite, effectivement, Scotty 2Hotty va donner à la foule ce qu'elle attend, c'est-à-dire le warm. Et après ça, grosse intensité en fin de combat qui manquait un tout petit peu au début. Le finish, il est absolument délirant. Je l'avais vu au moins 1000 fois à l'époque. Les deux mecs sont sur la 3e corde. Scotty part comme pour faire une superplex à Dean Malenko, sauf que Dean Malenko contre et il lui porte un DDT dans le ring. On est en 2000, c'était il y a 20 ans. Ce move, il était hallucinant, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il gagne le match, et comme je vous l'avais dit, si le reste du combat avait été vachement plus punchy, genre les 10 premières minutes a été très intense, rythmé, etc., peut-être que je serais allé, je vous le dis, jusqu'à 4 points de suture, parce que là on a un début de show qui est génial. La foule, on s'éclate. Alors bien sûr, à chaque fois que je dis ça, le match suivant c'est un petit peu moins bon. On a Bossman et Bull Buchanan contre les Acolytes, un petit point de suture seulement pour un match de 8 minutes. Ce que j'adore dans ce pay-per-view, c'est la vision des Acolytes qui viennent vers le ring. Là on voit vraiment 2 colosses qui sont venus casser du fragile. Alors l'équipe d'en face, c'est pas vraiment les fragiles, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et c'est lors de ce pay-per-view, à l'époque en 2000, lorsque j'avais vu en cassette, que j'étais tombé amoureux du thème des Acolytes. Bon, rien de spécial, la foule est un petit peu en deçà, mais on a quand même 4 gaillards comme ça qui sont d'une puissance colossale et qui se foutent sur la gueule. Le finish, ça va être le scissors kick de Bull Buchanan, après un coup de matraque du Big Boss Man. Voilà, c'était pas méchant, on passe à la suite. Le match hardcore, 12 minutes, 2 points de suture, vous allez voir que c'est un match hardcore assez original. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc on a Crash Holly, on a Hardcore Holly, on a Jeff et Matt, les Hardy Boys, on a Taz et Perry Saturn. Comment dirais-je ? Ça commence un petit peu dans tous les sens, bon, rien de particulier, jusqu'à ce que Crash Holly
quitte le ring pour monter sur la super structure là comme ça qui se balance. Jeff Hardy le poursuit, et ils vont monter tous les deux là-haut, et Jeff Hardy va finir par sauter sur tout le monde pendant que la foule chante ECW, ECW. D'ailleurs, il y a un mec au deuxième rang qui va chanter tout seul, We want Dreamer. Non merci. Et c'était assez étonnant de voir les Hardy Boys dans un match pour le titre hardcore, parce qu'en général le titre hardcore, c'est le truc un peu fourre-tout, où on balance les gars avec lesquels on sait pas trop quoi faire, alors que les Hardy Boys, comme vous l'avez vu dans les reviews déjà précédentes de l'année 2000, le Rumble, No Way Out et WrestleMania, les Hardy Boys étaient déjà bien placés de manière pérenne en haut de la carte. Donc j'ai pas trop capté pourquoi ils étaient là, peut-être pour redorer un petit peu le blason du titre hardcore. Grosse pop pour les Hardy Boys quand ils vont faire leur finish, leur prise très connue, quand ils vont sortir de l'échelle. Mais c'est vrai que c'est un peu le chaos, il n'y a pas trop de fil conducteur dans ce combat, c'est un petit peu dommage. La deuxième moitié va être plutôt cool, alors que la première moitié du combat, on se cherchait un peu, il n'y avait pas trop d'alchimie entre tous les bonhommes. Et à la fin, Crash Holly va voler le titre et faire le pin sur Taz. Donc voilà, on revient un petit peu dans la bonne direction et on va continuer dans la bonne direction. Vous allez voir pourquoi avec le Big Show qui vient déguisé en Hogan qui affronte Kurt Angle. Seulement 3 minutes, mais pareil, je lui ai mis 2 points de suture parce que j'étais extrêmement diverti par cette magnifique surprise. Enfin, encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai le même sentiment qu'à l'époque, c'était un truc auquel je m'attendais pas du tout. Donc la gimmick du Big Show, à l'époque, c'était qu'il essayait de voir un petit peu comment est-ce qu'il pouvait se déguiser, se grimer en d'autres catcheurs pour les imiter. Et ce soir, on a la chance d'avoir Hogan. Donc quand la musique retentit et que le Big Show arrive, c'est vraiment le délire dans la foule. Il nous fait même une promo à la Hogan, avec l'intonation de voix comme ça. Mais le truc super cool, c'est que quand il fait le Big Boot Leg Drop, on se dit tous que c'est fini parce qu'il est déguisé en Hulkster, mais non, Kurt Angle se dégage. Et là, vraiment, il pète les plombs. Il est complètement vénère. Il se réveille, enfin, entre guillemets, il allume Kurt Angle, extrêmement impressionnant, et il gagne avec le chokeslam. Ce combat, c'était une petite pause, mais très divertissante dans un show. Ça donne du volume, ça donne de l'épaisseur au show. On fait pas que du catch, on fait aussi du divertissement un peu plus léger pour que les gens passent un bon moment parce que c'est ça l'essentiel. Ensuite, TNA, Test et Albert accompagnés de Trish Stratus contre les Dudleys, 2 points de suture et demi pour un match de 12 minutes. À l'époque, Trish Stratus jouait un petit peu avec Bob Aray, un peu comme le faisait Sonny en 1996 avec Phineas de l'équipe des Godwin. Putain, le pactage. Et en fait, à chaque fois, elle jouait avec Bob Aray pour pas se manger une table, parce que Bob Aray, il faisait pas de distinction de sexe, hein. Il allumait. Mais moi, je peux le comprendre, hein, qu'il soit complètement obnubilé, hypnotisé par les tchouches, quoi. Il perd pas le nord, parce qu'à un moment, putain, ça marche, j'ai adoré. Il commence à lui parler comme ça, et il fait « I'm gonna get you, little bitch !» Donc, je vais te choper, salope, quoi. Le mec, il disait ça, donc ça m'a pris de court, quoi. Là, un petit peu comme Scotty et le Worm que la foule attend, pour les Dudleys, la foule attend que les Dudleys sortent des tables. Donc on s'en fout un petit peu du match, on attend juste que les mecs disent « Hey, Devon, get the table !» Il va y avoir un 3D version neckbreaker, ils vont tenter d'en faire un autre un petit peu plus tard, sauf que là, Trish monte sur le tablier du ring, elle va déconcentrer Bob Aray qui va se retourner, prendre le big boot de Test en plein visage et perdre le combat. C'est pas bien grave, on va quand même niquer les TNA et après on va s'occuper de Trish Stratus. Elle l'embrasse, mais Bob Aray, dans toute sa sagesse de catcheur et sa détermination, ne se laisse pas berner et Trish va quand même se manger un powerbomb de la 3e corde, enfin assis sur la 3e corde, debout sur la 2e, à travers une table. Spot de malade quand même, on était il y a 20 ans. Et après ça, Trish va être évacuée sur une civière. Pour ma notation, j'ai mis 2 points de suture pour le match et un demi-point de suture supplémentaire pour l'angle et le segment qui suit le combat, qui était vraiment génial. Et qui a réveillé la foule comme vous pouvez pas imaginer. Match pour le championnat européen, 9 minutes, 3 points de suture entre Eddie Guerrero accompagné de Chyna et Essarios accompagné de Lita qui fait ses débuts à la WWE, enfin en tout cas en pay-per-view. Eddie et Chyna arrivent en bagnole parce qu'ils viennent directement d'une célébration, je sais plus ce qu'ils disaient les commentateurs. Et là franchement un respect putain parce que Eddie Guerrero va catcher en chaussures civiles, pas en chaussures de bottes, en godasse normale, même en pantalon de costard, donc respect. Enfin, chaussures civiles, c'est genre des semi-bottes mexicaines. Genre, un peu quoi. D'ailleurs, il se prend, Eddie, une planchette japonaise, un monkey flip, mais de ouf. Tellement loin que le mec, il atterrit à moitié, enfin en portefeuille complètement plié, dans les cordes de l'autre bout du ring. C'est délirant le truc. Et Sarios, quant à lui, à un moment, il va faire un moonsault à l'extérieur du ring sur Eddie qui est devant la table des commentateurs. Et Sarios atterrit les genoux sur la table, donc rien de bien méchant, mais visuellement et au niveau du son aussi, du crash du truc, c'est vraiment très impressionnant. Chyna va aider Eddie.
Eddie conserve son titre et Lita va venir intervenir aussi un petit peu plus tard et elle va foutre Chyna en sous-vêtements. Impressionnant le body quand même. C'est pas du Trish Stratus, c'est un petit peu différent, ça peut plaire, je comprends. En tout cas, il y a du volume. Au début, elle est un peu réticente, ça la fait chier d'être en maillot de bain comme ça devant tout le monde, enfin en sous-vêtements, pardon, pas maillot de bain. Et finalement, elle parade un petit peu, foutu pour foutu, autant montrer la marchandise, quoi. Et la belle surprise, c'est que ce match est nettement meilleur que ce que je pensais. Donc big up aux deux mecs. Et on enchaîne avec Chris Jericho contre Chris Benoit, donc imaginez mon bonheur. Match pour le championnat intercontinental, 15 minutes, 4 points de suture. Jericho, il est en pleine période de boost, parce qu'il y a 2 semaines, il a gagné le titre de la WWE face à Triple H. Décision qui aura été rapidement renversée, mais en tout cas c'était une des plus grandes pop de l'histoire du catch. Benoit à un moment fait un topé, Jericho évite, il s'écrase par terre. Horrible. Mais il se rattrape bien parce que putain, les chops qu'il met à Jericho. Je suis bien content de ne pas avoir été dans le ring avec lui, ça je peux vous dire les amis. Non mais je veux dire, de toute façon le match est très bon. Avec des tels talents, on peut pas s'attendre à moins, ils peuvent pas faire moins quoi. On a tout dans ce match. On a même une fin avec un ref bump, avec l'arbitre qui se prend un coup dans la gueule. Mais, c'est pas là-dessus que ça se termine. Il y a un dégagement, ensuite Jericho est à côté de la ceinture, Chris Benoit va faire son top rope headbutt, son coup de boule sauté de la 3e corde, Jericho lève la ceinture, Benoit se la prend dans la gueule, bonjour l'impact, et là l'arbitre le voit en reprenant un petit peu ses sens et il disqualifie Chris Jericho. Donc évidemment le public est énervé, c'est un finish qui fait chier, mais le booking est super intelligent parce que après ça ce sera le main event, donc on va frustrer le public en faisant gagner un méchant, sachant que ça va terminer bien pour le pay-per-view et le main event. Mais c'est pas grave, Jericho va quand même se taper les Walls of Jericho sur l'arbitre pour, comme ça, pour le principe. Et puis aussi lui faire payer un peu sa connerie. Et donc ce main event, c'est quoi ? C'est le match pour le championnat de la WWE qui dure 19 minutes, sans disqualification entre le Rock et Triple H, 4 points de suture et demi. Pourquoi ? Je vais tout vous dire tout de suite. Shane McMahon est l'arbitre spécial et la foule sur la fin du match, elle est... Vous pouvez pas imaginer. C'est le délire non-stop pendant, 3-4 minutes de délire, c'est ouf quoi à regarder. Je sais pas comment vous regardez les shows, moi je les regarde toujours soit avec des écouteurs, soit carrément avec des casques, parce que l'immersion sonore, que je trouve extrêmement importante, elle est primordiale pour se plonger vraiment dans les shows, avec le son à fond. Le public qui hurle, c'était un régal. Un même régal que la promo du Rock avant son match, très courte, très concise, extrêmement intense. Le mec, il est là pour botter des culs et il est là pour retrouver la ceinture WWE autour de sa taille. Et on nous dit bien entendu, le gros truc de la soirée, c'est que Austin devrait être là dans le coin du Rock pour essayer de niveler le truc, parce que Triple H lui est accompagné de Stephanie, de Vince, Shane en arbitre, etc., etc. Donc ça commence avec un bon petit match, et puis petit à petit ça commence surnoisement, comme ça doucement à tricher contre le Rock avec des petits incidents du genre Shane qui ne compte pas parce qu'il a pas trop envie, sauf qu'il faut pas le faire avec le Rock parce qu'il va quand même lui casser la gueule, et ça il a le droit en plus parce que c'est un match sans disqualification. Le plus gros spot du match, le premier très gros spot, c'est que à l'extérieur du ring, le Rock veut faire le Rock Bottom sur Triple H à travers la table. Shane McMahon arrive pour s'interposer, le Rock s'en fout, il chope les deux, double Rock Bottom sur la table qui explose complètement. Shane est complètement KO évidemment. Vince McMahon fait venir un autre arbitre pour faire le tomber après que Triple H ait fait un pédigré sur le Rock. Il va y avoir Patterson, Briscoe qui arrive, c'est le bordel dans tous les sens jusqu'à ce que Austin arrive effectivement. On parle souvent de la pop du Raw du 4 janvier lorsque Austin arrive pour aider Mankind à remporter le titre de la WWE. Là, je peux vous dire que quand il y a le bris de glace et que Austin arrive, cette pop-là, elle a rien à envier à celle de janvier 99. Franchement, c'est le délire. Les 19 101 personnes sont debout en train de sauter. Toutes. Donc Austin arrive, il frappe tout le monde avec une chaise. À ce moment-là, Linda McMahon arrive avec un arbitre. Le Rock nous claque un spinebuster, un people's elbow, et il remporte le combat là-dessus. Et une fois de plus, la foule se lève d'un seul homme. Enfin, ils étaient tous déjà debout, mais c'est hurlement, mais quel bonheur, putain, c'était fabuleux. Franchement, on se croirait le 12 juillet 98 quand la France a gagné, quoi. C'était incommensurable. Austin revient, ils boivent un coup ensemble pendant la célébration du Rock, mais c'est un bonheur absolu.
Donc pour résumer, on a 2 matchs à 4 points de suture et plus. On a 3 matchs à 3 points de suture et plus. Le reste n'est jamais méchant, c'est jamais pourri, il n'y a pas de piscine de chiasse. Soit c'est court, soit c'est divertissant, soit c'est différent. Puis il y a même des petits trucs comme ça dont on va se rappeler. Le Big Show qui est déguisé, Trish Stratus qui se prend une table, enfin bref. Ce pay-per-view, les amis, allez le voir de toute urgence pour voir ce que c'était le catch il y a 20 ans, ou alors pour revoir et vous remémorer ce que vous avez peut-être oublié pour ce Backlash, ce pay-per-view qui mérite beaucoup d'être connu. Voilà les amis, c'est terminé, j'espère que cette review vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes de la Nuit des Temps sur la clinique et d'autres vidéos sur lesquelles je bosse déjà. D'ici là, comme toujours, gardez la passion et n'oubliez pas de regarder du catch 24h sur 24. Bye bye.